Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire organisé avec BPI France et la DGE. On va vous présenter l'appel à projet Produire en France des aéronefs bas carbone qui a été lancé dans le cadre du dispositif France 2030. Peut-être on peut commencer par un rapide tour de table pour présenter les participants. Donc, bonjour à tous, Lucas Colson, donc moi je suis chef de projet industrie aéronautique à la DGE au ministère de l'économie. Bonjour à toutes et tous, donc Razika Ferlando, responsable sectoriel aéronautique et spatiale chez BPI France. Je ne me suis pas présenté, j'aurais pu commencer par là. Laurent Pérez, au sein du service innovation du pôle de compétitivité, j'accompagne les adhérents du pôle dans la recherche des outils de financement et dans la préparation de la réponse à l'appel à projet pour les financements publics nationaux et régionaux. Bonjour à tous, Laurent Bizio, donc je suis pilote de l'écosystème propulsion énergie embarquée au sein d'Aerospace Valley et donc en charge des questions d'aviation décarbonée qui sont très intéressantes en ce moment. Bonjour à tous, Arnaud Rimoc, directeur délégué drone au sein d'Aerospace Valley. Et Bruno Dahan va nous rejoindre, qui est directeur délégué aéro. On va commencer la présentation de l'appel à projet Produire en France des aéronefs bas carbone. Ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. Ah oui, pardon. Julie, excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Julie Baudet, je suis responsable du pilotage des programmes chez BPI France. Donc Julie, Razika et Lucas vont nous présenter le dispositif Produire des aéronefs bas carbone. Ensuite, on aura une séance de questions-réponses. Vous êtes en écoute seul, donc vous pouvez poser vos questions par écrit. On les relaiera au moment de la séance de questions-réponses en essayant de regrouper les thématiques. Vous êtes assez nombreux. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. N'attendez pas forcément le moment de la session d'échange. Donc ça sera pour le dispositif de manière générique qui est sur les aéronefs au sens large. Et en suivant de la séance de questions-réponses, Bruno Dahan nous fera un petit focus sur la saison 3 du CORAC et sur l'aviation légère à proprement parler. C'est pour une petite partie du dispositif et des projets qui pourraient intéresser le dispositif, même si je le rappelle, le dispositif couvre l'ensemble des aéronefs. Et ça, BPI France et la DGE vont nous le présenter de suite. Je vous laisse la main. Ok, merci beaucoup. Déjà, merci à Aerospace Valley d'organiser ce webinaire qui est intéressant pour pouvoir évoquer l'ensemble des modalités et des attentes de ce dispositif qui donc a été ouvert mi-avril, il y a à peu près un mois, dans le cadre du plan France 2030. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments rapides de contexte que vous connaissez certainement très bien déjà. Un peu de conjoncture, donc au niveau aéro, le trafic aérien est encore particulièrement faible. Les chiffres de l'IATA sont sortis pour mars, on est encore à peu près à moins 40% par rapport à 2019. Donc il y a eu des conséquences sur la production industrielle, malgré les annonces de montée en cadence de production au niveau de l'ensemble de la filière, ne se sont pas encore traduites par une remontée de la production industrielle. Et puis enfin aussi au niveau plus structurel sur l'économie en général, des tensions d'approvisionnement qui sont transverses à l'industrie et un contexte inflationniste qui a été aussi augmenté par le conflit en Ukraine récemment. Donc ceci a des impacts plus sur les attentes et les besoins de transformation dans l'aéronautique au sens large. Donc en premier lieu, et c'est le gros de la raison d'être de ce dispositif, c'est la décarbonation. Donc il y a une attente assez forte en matière de décarbonation du trafic aérien et ça passe en partie par la décarbonation des produits. Et puis après, des choses qui sont plus transverses à l'ensemble de l'industrie en matière de transition digitale, de performance industrielle, de compétitivité, etc., par rapport notamment aux pays à bas coût, et enfin de sécurité économique, notamment par rapport à l'émergence d'autres acteurs dans des régions du monde hors Europe. Rapidement aussi, donc le plan France 2030, il n'est pas sorti du chapeau comme ça, il s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en œuvre à la faveur de la filière aéro depuis plusieurs années. Donc on aurait pu remonter bien plus loin dans le temps, mais là, donc j'ai commencé en 2018 avec le contrat stratégique de filière,
Donc, il y avait eu plusieurs engagements conjoints qui avaient été pris par l'État, la filière et les principales organisations syndicales en matière de formation, en matière de compétitivité. En 2020, évidemment, le plan de relance, donc qui fait suite à l'impact majeur qu'a eu la crise liée au Covid sur l'aéronautique. Donc avec des dispositifs exceptionnels, à la fois transverses, donc comme l'activité partielle, les PGE, etc., mais aussi spécifiques à l'aéronautique, notamment le fonds de modernisation, le CORAC, et aussi le fonds ACE, qui est toujours en activité aujourd'hui. En octobre 2021, il y a le dispositif d'accompagnement rebond qui a été annoncé par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui vise à accompagner les PME qui ont le plus de difficultés dans la définition d'une stratégie de traversée et de sortie de crise. Donc, les inscriptions ont commencé en mars, donc là, il y a 2 mois. Le dispositif est opéré par le GIFAS, donc les inscriptions sont toujours en cours. Et là, enfin, le plan France 2030, donc qui n'est pas spécifique à l'aéronautique, mais qui couvre 54 milliards d'euros, dont 34 milliards de nouveaux crédits, avec un volet aéronautique qui pèse 1,2 milliard. Donc divisé en 2 principales catégories, donc un volet recherche dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui est au niveau du CORAC, et un volet dit industrie, même si bon, c'est un peu générique, mais, dans lequel s'inscrit le dispositif dont on va parler aujourd'hui, l'AAP, et puis donc qui fait 100 millions d'euros sur les 400, et donc les 300 autres millions ne sont pas encore aujourd'hui fléchés. Donc il pourra y avoir des dispositifs à venir. L'idée du plan France 2030, c'est aussi de pouvoir être agile en fonction des besoins et en fonction du succès ou non des dispositifs. Mais il y a quand même une volonté d'avoir un soutien aux projets liés au carburant durable, puisque c'est un élément majeur de la décarbonation du trafic aérien. Et enfin, en parallèle de ça, on a l'instance consultative d'orientation. Alors, on peut l'appeler un peu de multiples manières, mais voilà, pour orienter les projets entre ces multiples dispositifs. Donc voilà, si jamais vous avez des projets dont vous n'êtes pas certain forcément du dispositif le plus adapté, donc on a cette instance-là entre la DGAC et la DGE pour voilà, estimer un peu quel dispositif serait le plus adapté. Et on dialogue aussi sur ces aspects-là avec les DRETS en région, qui peuvent voir s'il n'y a pas des dispositifs aussi régionaux qui peuvent être adaptés pour soutenir les éventuels projets. Voilà, je vais te laisser la parole, Rastika. Oui. Merci Lucas. Merci Lucas, et puis merci évidemment à mon tour de remercier du coup Aerospace Valley pour l'invitation, l'organisation, et puis pour votre accueil ici pour ce webinaire. Donc sans plus attendre, on va parler donc de l'appel à projet France 2030, produire en France des aéronefs bas carbone. Donc l'ambition, l'objectif de cet appel à projet, donc c'est de soutenir les projets donc de développement, d'industrialisation, des solutions technologiques, des briques technologiques des aéronefs bas carbone, jusqu'à les amener sur la phase d'industrialisation à court moyen terme, enfin, en tout cas assez rapidement. Donc ceci, surtout le cycle, finalement, le cycle de vie de ces systèmes, de ces sous-systèmes, depuis la phase donc, de production, d'exploitation, de maintenance et de retrait du service. Donc ce qui est attendu, ce sont des projets donc, ambitieux et rapidement industrialisables, qui peuvent néanmoins aussi avoir une phase préalable de R&D, mais l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir aboutir à l'issue du projet à au moins la mise en place d'une ligne pilote, voire d'une ligne de production. Donc, il serait porté plus particulièrement par des acteurs émergents, donc qui seraient donc aptes à devenir des compétiteurs de niveau mondial. Alors concernant la typologie des projets, donc bon, c'est quelque chose d'assez classique pour ceux qui connaissent les appels à projets opérés par BPI-France. Donc on a deux grands types de projets, les projets collaboratifs, donc qui contiendraient ici constitués au moins d'une PME ou d'un établissement de taille intermédiaire, ou des projets individuels. Alors concernant les assiettes minimales des projets, donc lorsque le projet ou le chef de file du projet est une entreprise ou une ETI, enfin, en tout cas pas une PME. Donc on serait sur une assiette minimale de 5 millions d'euros. Et pour les projets portés par une PME, on est sur une assiette minimale d'1 million d'euros.
Concernant la durée des projets, on se situe entre 36 et 60 mois. Alors, ce sont des projets quand même relativement assez longs, mais justement, c'est en cohérence de l'ambition, de l'objectif des projets qui a été annoncé tout à l'heure, d'aller jusqu'à la phase d'industrialisation des systèmes, des sous-systèmes, des procédés portés par les projets. Donc, les projets doivent être portés par une entreprise unique de toute taille, immatriculée en France au RCS. Et bien entendu, les projets doivent tous répondre au principe du do no significant harm. Donc voilà, qui est imposé par la Commission européenne. Alors, concernant les critères de sélection, alors ils sont assez nombreux. Maintenant, je vais essayer de me concentrer sur 3 ou 4 d'entre eux, enfin les 3 ou 4 principaux en réalité. Donc, en tout premier lieu, évidemment, l'adéquation du contenu au projet. Il faut que le projet réponde à l'attendu du cahier des charges, à la thématique technique posée par le cahier des charges, qui est rappelé ici, qui est celui du passage à l'échelle industrielle des projets de solutions technologiques pour les aéronefs bas carbone. Ensuite, seront évalués aussi les différents critères liés à la capacité des porteurs à mener à bien le projet, donc d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue financier, de la maturité technique, technologique des porteurs, ou des porteurs, et puis évidemment la faisabilité technique du projet en termes de coût, qualité. Ensuite, il y a évidemment les aspects performance environnementale et l'impact sociétal et territorial, donc suivant les 6 axes de la taxonomie européenne sur le sujet. Donc là-dessus, il y a aussi une évaluation des critères, les critères associés à ça. Et bien entendu, les impacts socio-économiques sur le territoire, donc en termes de création d'emplois au sein de l'entreprise, structuration de la filière, création d'emplois au sein du territoire, croissance du chiffre d'affaires des porteurs du projet, etc., etc. Donc, concernant les dépenses éligibles au projet, donc sont éligibles évidemment les salaires des personnels, ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, etc., qui contribuent directement au projet. Les investissements, donc les actifs corporels et incorporels, les dépenses relatives à l'amélioration de l'efficacité technique, pardon, pas de l'efficacité énergétique, mais alors cette fois-ci du matériel qui fait l'objet du projet. Alors, en termes de sous-traitance, on est sur un taux maximum de sous-traitance de 30% par rapport à l'assiette du projet. Et puis, tous les investissements pris en crédit bail sont avec une clause d'engagement d'acquisition à l'issue du projet. Alors, ce que sont rappelés ici, ce que sont rappelés ici sont les différents régimes d'aide qui sont appelés pour faire le calcul de l'aide avec les taux associés à la fois à la taille de l'entreprise et puis à la fois au type de régime. Donc ça, ce sont des choses qui interviennent lorsqu'on fait le calcul d'aide d'un projet qui aura été sélectionné. Un petit mot également quand même sur les organismes de recherche, donc c'est des choses assez classiques. Rappelé ici, donc pour les organismes de recherche qui présentent des devis en coûts marginaux, donc 100% des coûts seraient éligibles. Enfin, pas 100% des coûts seraient éligibles, pardon. Les coûts marginaux éligibles seraient soutenus à 100%. Et pour les devis présentés en coût complet, c'est 50% de l'aide sur les dépenses éligibles qui sont retenues. Donc l'aide est répartie en 60% de subventions et 40% d'avance récupérable. Je vais laisser la parole à Julie Baudet pour vous présenter le processus de sélection et le calendrier. Oui, merci. Alors, donc vous avez vu, l'appel à projet contient actuellement 2 relèves, donc le 22 juin et le 8 décembre. Donc, on est là évidemment avant ces dates-là pour pouvoir répondre à vos questions de façon individuelle. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous verrez dans la suite de la présentation le moyen de nous poser vos questions en direct. Donc, à partir du dépôt du dossier qui interviendra soit le 22 juin, soit le 8 décembre, le dossier de candidature est étudié par les pays France. Il y a un premier filtre, une première présélection qui est faite uniquement sur le dossier. À la suite de cette phase-là, vous savez si vous êtes invité à participer à une audition de votre projet pour laquelle le jury sera composé à la fois de BPI France, d'experts indépendants et dans certains cas aussi des experts ministériels.
Cette audition, elle permet en fait de faire un second filtre où vous pouvez répondre aux questions directement du jury. Et à l'issue de cette deuxième phase de présélection, vous avez la possibilité de finaliser votre dossier. Donc, vous avez 1 mois maximum pour finaliser votre dossier à partir de ce moment-là. Et lorsque votre dossier est complet, vous rentrez en instruction approfondie. Donc, c'est le moment où, effectivement, avec BPI France va regarder vos dépenses, va regarder votre projet dans le détail et va pouvoir, comme l'a présenté Razika dans la slide précédente, mobiliser tel ou tel régime d'aide et donc tel ou tel taux d'aide vis-à-vis de vos dépenses. Donc, à cette phase-là d'instruction qui se déroule. Et enfin, donc, un troisième filtre, puisque la décision de financement, elle vient de l'État. C'est l'État qui va décider de financer sur la proposition de BPI France pour les conditions qui sont présentées par l'instructeur. Et ensuite, vous rentrez dans une phase de conventionnement, le moment où on édite les contrats, où vous signez vos contrats, et ensuite la phase de suivi qui va se dérouler sur toute la durée de votre projet, et même potentiellement au-delà, au moment où on a le remboursement des avances récupérables. Donc, voilà un peu le process de sélection. Donc, il y a plusieurs filtres de présélection. Vous êtes informé à chaque filtre si vous êtes présélectionné ou non. Et dans toute cette phase-là, on va échanger avec vous au fur et à mesure. Sur la mise en œuvre, si tu veux, j'enchaîne, Razika. Oui, je t'en prie, Julie, vas-y. Donc voilà, la contractualisation, elle va vraiment se faire avec BPI France. Il faut savoir qu'on va verser l'aide à différentes étapes clés de votre projet. Donc votre projet, il va durer entre 36 et 60 mois. Donc on va se caler vraiment sur les étapes clés de votre projet, les moments clés pour pouvoir suivre votre déroulé. Il y aura des réunions de suivi et des reportings réguliers avec BPI France et avec l'État tout au long de votre projet. Et effectivement, comme on l'a vu, étant donné que votre aide elle est répartie en 60% de subventions et 40% d'avance récupérable, le remboursement de l'avance récupérable se fait de manière générale forfaitaire. En général, on fait en 4 annuités. On attend toujours la fin de votre projet. On met un différé d'1 an pour que, évidemment, ça ne pèse pas sur votre plan d'affaires. Voilà pour la mise en œuvre et le suivi qui se fait avec BPI France. Et enfin, donc préparez votre dossier de candidature. Donc vous l'avez vu, il y a en fait un double dépôt, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un dossier allégé qu'on vous demande donc pour le 22 juin ou pour le 8 décembre, qui contient donc une présentation PowerPoint sous format PowerPoint de votre projet, avec vraiment il y a tout un canevas qui vous permet de savoir quels items sont vraiment attendus pour pouvoir être analysés. On vous demande quelques éléments financiers et économiques. Et effectivement, les éléments sur l'impact économique, environnemental et sociétal. Vous l'avez vu, c'est des critères de sélection qui sont très importants. Et donc, on a mis au point une grille qui vous permet de la quantifier et de vous aider à l'analyser avec nous. Ça, c'est sur le premier dépôt, donc le premier carré vert. Et le second, c'est effectivement, si votre dossier il a passé les 2 fils de présélection, là, on va vous demander de le compléter avec notamment des éléments plus détaillés sur les verrous technologiques, les fiches de l'eau ou les types d'investissements que vous allez faire et d'autres pièces administratives et économiques. Mais ça se fait effectivement dans le mois qui vous est imparti post-audition et avant l'instruction. Les dossiers, ils sont forcément à déposer en dématérialisé à travers un extranet. Donc, vous avez l'adresse juste ici. Normalement, enfin voilà, c'est un extranet qu'on a depuis un certain temps, donc a priori, certains d'entre vous l'ont forcément déjà vu. Je vous conseille toujours de vous inscrire un peu en avance et pas au dernier moment, parce que il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé et voilà. Et enfin, sur les conseils, donc, là, on vous a fait une présentation rapide du cahier des charges, mais le cahier des charges est autoporteur. Il n'y a pas de grille cachée ou autre. Donc, il faut vraiment lire ce cahier des charges et s'inspirer à la fois des critères d'éligibilité et des critères de sélection. Toutes les conditions sont bien explicitées. On vous met à disposition le premier canevas sur la page Internet. Le second, il sera mis à disposition, mais que si vous êtes présélectionné et on vous l'envoie par mail, on vous accompagne évidemment pour savoir qu'est-ce qu'il faut remplir exactement. Donc, vraiment suivre les canevas.
Et ensuite, un conseil, mais je pense que ça a été dit aussi par Radhika, l'impact, vraiment, il innerve la totalité du plan France 2030, que ce soit l'impact économique, l'impact environnemental ou l'impact sociétal. Donc, c'est vraiment voir votre projet et le construire pour bien mettre en valeur ces impacts-là. C'est là que vraiment on va aller regarder votre dossier. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a une adresse mail dédiée qui s'appelle aap-6 France 2030 tout accroché @bpifrance.fr. Vous pouvez nous poser vos questions sur l'appel à projet. N'hésitez pas. Et on vous a remis le lien en fait de la page internet BPI France où vous allez trouver et le cahier des charges et le dossier de candidature et ainsi que toutes les informations sur le calendrier. N'hésitez pas, le but c'est évidemment que vous nous posiez des questions là tout de suite, mais surtout n'hésitez pas aussi à nous recontacter par email pour qu'on puisse échanger vraiment de manière plus approfondie sur vos projets. Voilà. Merci Julie, merci. Il n'y avait pas trop d'informations. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de passer à la session de questions-réponses, un petit aparté sur l'accompagnement que le pôle peut vous proposer dans le cadre de ce dispositif-là en particulier. Comme pour tous les appels à projets, donc l'ensemble de l'équipe du pôle, que ce soit le service innovation ou les différents secteurs stratégiques, ou eux deux peuvent vous accompagner pour justement vous conseiller et vous aider à améliorer la réponse à appel à projet. L'aboutissement naturel de cet accompagnement, ça serait la labellisation, comme c'est précisé dans le cahier des charges de l'appel. La labellisation est une plus-value, la labellisation par un pôle de compétitivité peut-être une plus-value dans l'évaluation de votre projet. Au niveau du pôle de compétitivité, on a planifié un comité de labellisation qui sera relativement très orienté vers ce dispositif-là, parce qu'on a défini la date en fonction de la date limite du pré-dépôt. Donc, on a planifié ça le 17 juin. Ça sera sur la base de votre draft du pré-dépôt et de l'accompagnement que votre E2 aura pu vous faire. Donc, en fonction de la thématique sur laquelle vous vous positionnez, on vous orientera vers nos experts thématiques. Et du coup, il faudra venir présenter à notre comité de labellisation votre projet pendant une vingtaine de minutes. Nous, on est en train de dimensionner ce comité de labellisation pour justement avoir une grille d'évaluation adaptée aux enjeux de la décarbonation des aéronefs en fonction de notre thématique, que ce soit aviation légère, aviation générale, drone, etc., ou sur des briques techno pour les matériaux. On aura adapté nos grilles d'évaluation à ces enjeux-là pour être au plus proche des priorités qui sont fixées par l'État et par les différentes filières. Donc, pour les questions, j'en ai déjà quelques-unes. N'hésitez pas à utiliser le petit point d'interrogation que vous avez sur votre interface. Peut-être déjà une première question sur le budget maximum qui est attendu dans le cadre des appels à projets, notamment collaboratifs. Parce qu'on a visiblement quelques questions nous, sur des projets qui intègrent, donc des intégrations de différentes briques technologies sur des plateformes. Donc, on arriverait facilement à hauteur des 10 millions d'euros. Est-ce que ces projets-là peuvent être éligibles ou est-ce qu'il y a quand même une fourchette haute ou en tout cas un plafond à éviter de dépasser? Alors, vas-y. Non, mais enfin, il n'y a pas formellement de fourchette haute des projets, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. On aimerait avoir des projets ambitieux qui mènent vraiment à l'industrialisation de ces systèmes et de ces sous-systèmes. Donc, il n'y a pas d'enveloppe haute, si ce n'est que c'est plutôt faut raisonner plutôt en termes d'aide maximum octroyable, qui sont eux renseignés, il me semble, dans les régimes d'aide. Oui. Généralement, on restera en dessous des seuils de notification, c'est-à-dire 15 millions d'aides. Bon, là, on ne parle pas de ça. Après, il y a quand même un point à préciser, c'est qu'il y a une attention. Juste ces 15 millions pour la R&D. Ça sera un peu moins pour les parties investissement, mais on arrive. Enfin, je pense pas qu'on arrive dans ces eaux-là de toute façon. Mais je pense que le message, c'est surtout qu'il y a un point d'attention sur la capacité des porteurs à porter le projet, notamment par rapport à l'existence de fonds propres suffisants, enfin toute la capacité financière globale qui fait partie des critères de sélection. Et qui, dans la qualité du projet dans son ensemble, sont un critère assez important. Donc, je pense qu'au-delà du montant d'aide, si la structuration derrière permet entre guillemets, de mettre en œuvre le projet, pas de problème.
Ok. Sur la partie fonds propres, justement, donc il y a effectivement une règle qu'on applique à la demande de l'État. Donc c'est il faut que l'entreprise soit dotée d'1 euro de fonds propres, de capitaux propres, pour 1 euro d'aide versée, donc en cumulé. Oui, et j'ajouterais juste qu'il faut raisonner non pas en consortium, en fait, hein, comme ça a été dit en projet, mais à chaque fois, on raisonne partenaire par partenaire. On va aller regarder le plan de financement d'un partenaire, on va aller regarder l'aide d'un partenaire, et donc les seuils de notification sont toujours regardés vis-à-vis d'un seul devis, d'un seul partenaire. Ok, donc ça veut dire que dans les projets, ça rejoint une autre question, c'est-à-dire que dans les projets collaboratifs, chaque partenaire regarde individuellement en termes de fonds propres par rapport à l'aide que lui demande. Absolument. Non, pas que les fonds propres, hein, il y a même tout le plan de financement du projet. Les fonds propres, c'est un des critères, mais après, il peut y avoir aussi, certains partenaires ont besoin de contracter des emprunts pour pouvoir financer les projets. Donc, c'est vraiment le plan de financement de chaque partenaire qui est évalué. D'ailleurs, à l'intérieur des dossiers de candidature, il y a vraiment une partie qui concerne le projet, on va dire de façon collaborative, de façon commune. Et après, toutes les pièces qui sont financières ou économiques, elles sont demandées partenaire par partenaire pour pouvoir permettre justement cette analyse. Dans une limite maximale, vous avez dit, de 15 millions. Alors, l'accompagnement financier. Voilà, mais ça c'est pour les dépenses de RDI. La partie recherche-développement. Voilà, oui. c'est ça. Mais enfin, pour arriver à des niveaux d'aide pareils, il faut que le projet soit vraiment extrêmement grand. Ok, enfin, c'est pas vraiment le 15 millions d'aides. Ouais, 15 millions d'aides, oui, c'est pour, ça. Ouais. Ok. Et minimum? Alors minimum, il y a le seuil là-bas, donc c'est 5 millions lorsque le chef de file est une grande entreprise ou une ETI et 1 million lorsque le chef de file est une PME. Donc là, on C'est en parle de dépenses. l'assiette Ouais, des en dépenses assiette, éligibles, voilà, pas l'aide. Exactement. Ok. Donc l'aide, en fait, ça dépend de la nature des dépenses. Et donc, ça suit les taux de soutien qui sont dans une autre slide. Donc, ça dépend des natures des dépenses, si c'est de la R&D, de l'investissement, c'est très classique. Hein, mais voilà. Donc, le 1 million fois le taux qui est là-bas, ça donnera l'aide minimum, quoi. Est-ce que ça veut dire que les fonds propres doivent couvrir ce qui n'est pas financé ou c'est 1 euro pour 1 euro et ce qui n'est pas financé Ce qui n'est pas financé, c'est à la main en fait, c'est un partage de risques entre l'État et les entreprises qui portent ces projets-là. Les fonds propres doivent être au niveau de l'aide versée, cumulée. Et après, le plan de financement de l'entreprise doit permettre justement de couvrir le reste du projet. Et c'est ce qui doit être démontré au travers des différents documents demandés dans la candidature. Très bien. Il y a une question sur les investissements. Alors, je pense que c'est une première question qui en amène une autre. La première, c'est les investissements, est-ce que c'est les dotations sur l'amortissement ou l'achat d'équipements qui sont financés? Mais je pense qu'après, il faudrait préciser ce qui est entendu comme être de la RDI et ce qui est entendu comme de l'investissement dans le cadre du projet. Alors là, ça dépend des régimes. Il y a effectivement des régimes qui permettent d'aider la valeur nette, de l'acquisition des investissements. Ensuite, un régime comme le régime RDI, lui, il va aider les dotations pour amortissement rapporté sur la période d'utilisation de l'investissement dans le cadre du projet. C'est-à-dire quand on est sur la première ligne, investissement industriel, potentiellement, il pourrait y avoir une aide sur le coût d'achat de ce qui est nécessaire en termes d'équipement. Donc là, c'est une partie Indus. C'est pour passer à l'industrialisation, c'est TRL 8.9. C'est ça, si on raisonne en termes de MRL élevé, plutôt élevé. Et par contre, le régime RDI, lui, il va aider l'assiette, mais de la dotation. Rapporte au prorata, attention, c'est pas la dotation, c'est rapporté à la durée d'utilisation dans le cadre du projet. C'est l'amortissement sur la durée du projet. L'utilisation dans le cadre du projet. Je précise parce que c'est pas l'amortissement sur toute la durée du projet. Si l'investissement, si le moyen, le matériel est utilisé sur un tiers du projet, admettons, dans ce cas-là, c'est sur cette durée-là. Peut-être une question du coup qui rejoint une question qu'on va poser de temps en temps. Les coûts de certification, de travaux sur la certification, sont-ils appréhendés comme des investissements industriels ou ça sort du cadre du dispositif?
Sur la certification, c'est une bonne question. Pour moi, ça sort du cadre du dispositif, mais ça c'est à confirmer. Oui, ça je vérifiez bien. Oui, je prends la question. En fait, c'est juste un sujet assez important, notamment pour le passage à l'échelle et l'industrialisation. Oui, exact. Je vais revenir. D'accord. Oui, mais en termes d'investissement, du coup, on peut peut-être. Je pense que ça dépend de la nature des travaux qui sont inclus dans la certification. Parce qu'il y a un peu de tout, il y a des dépenses de personnel, etc. On pourra y revenir. Il faudra penser dans cette réflexion les essais en vol, par exemple, parce que cette certification aéronautique nécessite des coûts importants. Est-ce que des tests et validations seront pris en compte dans ça? C'est hyper important, aussi bien pour la filière aéro que la filière drone que l'on porte aujourd'hui. On est sur les taux de financement. Deux questions là-dessus. La première, c'est la notion de PME. On est sur la définition européenne. C'est-à-dire, si on fait partie d'un groupe en Europe, on est requalifié en tant qu'ETI ou... Absolument, c'est au sens européen du terme. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on mentionne les ETI, mais en réalité, il y a les petites entreprises, les moyennes entreprises, et tout ce qui n'est ni une petite entreprise ni une moyenne entreprise est considéré comme une grande entreprise. Et il faut le considérer au sens consolidé du terme. C'est le budget consolidé. Ouais. Ok. Et donc, l'autre question, c'est si l'entreprise est une PME lors du dépôt et passe ETI au grand groupe pendant la durée du projet, y a-t-il un impact sur les montants de subvention? Alors, non, en fait, dans la définition de la PME, c'est plutôt, il faut avoir, enfin, c'est le statut pris sur 2 des 3 années précédentes. Voilà. Sur les 2 des 3 années glissantes précédentes, qui fait le statut. Donc, sur les 50 qui suivent. Voilà. Non, sur les 50 qui suivent, si ça change, enfin, voilà. C'est pas grave. C'est sur les. Okay. Alors, j'ai de nouveau une question sur les terrains, mais peut-être avant. Les frais de déplacement peuvent-ils être inclus dans l'assiette des dépenses éligibles? Quid des essais en vol? Donc, ça rejoint la question d'Arnaud Rimoc. Déplacement pour les recherches de fournisseurs, toute cette partie industrielle. Les frais de déplacement, dans une certaine mesure, dans les frais généraux. Dans les frais généraux. Ouais. Julie, pardon? Les frais généraux. J'allais dire, en fait, ils sont quelque part inclus dans les frais généraux qui sont forfaitaires. Et donc, on revient sur la question de TRL, mais peut-être que ce n'est pas le bon angle d'attaque pour comprendre ce qui est financé. Quel niveau de TRL maximum est envisageable dans le cadre de ces projets? Du coup, il n'y a pas de niveau de TRL maximum. Si on est TRL 9 avec une entrée en service, tant mieux. En fait, c'est vraiment le comment dire, c'est vraiment le cœur de cette AAP. C'est d'aller, enfin, on a vraiment un regard particulier. On priorise vraiment les projets qui vont aller jusqu'à l'industrialisation, voire la mise sur le marché. Donc, en vrai, il n'y a pas de TRL maximum. C'est plus le TRL est élevé, finalement, du 7. Pas de TRL minimum non plus. Je pense qu'il y a du coup, en termes de TRL minimum, si quand même. Il y a la frontière avec le CORAC qui se dessine quand on descend dans les TRL, je pense. C'est-à-dire que des travaux qui sont inclus dans les feuilles de route CORAC, donc qui sont définis au niveau filière, sont pas recherchés dans ce dispositif. Enfin, il n'y a pas d'overlap entre les dispositifs. Voilà. Donc en termes de TRL, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais dès qu'on approche en dessous de 5, je pense que ouais, on est peu mature par rapport à ce qu'il y a dans le dispositif. À partir de 4, voilà, je pense qu'on est vraiment plus proche des travaux du CORAC. Ok. Alors, ça rejoint un petit peu ces questions-là sur l'industrialisation. Est-ce que l'appel à projet permet de soutenir l'industrialisation d'aérostats, c'est-à-dire des drones lourds, permettant de diminuer l'impact environnemental de la surveillance des infrastructures linéaires? C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'aéronef bas carbone en tant que tel, mais on réduit l'impact d'utilisation en surveillance. Donc la notion d'aéronef, effectivement, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais elle est à prendre au sens général, mais tout appareil volant, on va dire dans les altitudes habituelles de vol, donc à l'exception non spatiale, mais contribuant au transport de biens et de personnes. Donc, plutôt pas les drones de surveillance, justement. Si c'est pour de la logistique, oui. Si c'est pour du transport de personnes, oui.
Mais voilà, il faut que ça contribue au flux de biens et de personnes par voie aérienne. Des nouveaux usages. Et plutôt dans l'idée de remplacer des usages existants de transport passager que de... Pas uniquement passager. Ou logistique. Non, passager et logistique, oui, bien sûr. Oui. Enfin, dont les nouveaux usages, mais nouveaux usages aériens, mais pour du transport de biens et de personnes. Ok. Ok. Si on revient sur les dépenses éligibles, est-ce qu'il y a une contrainte sur le niveau de sous-traitance dans les dépenses éligibles? Est-ce qu'il y a un seuil à pas dépasser en termes de... Oui, on est là, c'est 30%. La sous-traitance représente 30% maximum de la 30% maxi, des oui, dépenses. c'est ça. Il n'y a pas d'exception quand la sous-traitance est avec un laboratoire de recherche ou des sujets comme ça. Ça sera défini au cahier des charges s'il y a une exception. S'il y a une exception, bah, on le verra en cours de route. Mais a priori, là, c'est des règles qui sont. Ok, alors j'ai encore pas mal de questions. J'essaie un petit peu de les regrouper. Les travaux pour nous-mêmes, tels que l'industrialisation du produit, sont-ils considérés comme des investissements industriels? Alors peut-être que ça amène ça veut dire qu'il faut peut-être préciser ce qui est entendu comme investissement industriel, quel type de dépenses, des exemples de dépenses de fabrication. Là, il faut que ça soit il faut que ça soit les actifs corporels ou incorporels nécessaires, soit au développement, à la fabrication, à la production de systèmes ou de sous-systèmes aéronautiques. Alors, j'essaye de donner une définition un peu générale, c'est pas forcément évident, mais donc typiquement tout ce qui est lié à, par exemple, une ligne de production, des lignes d'usinage de pièces en particulier, de contrôle, de rectification, ce genre de choses. Alors aussi, ce qu'on n'a pas précisé, peut-être que j'ai pas précisé pendant la présentation tout à l'heure, tout ce qui peut être lié avec le recyclage de certains matériaux un peu particuliers, mais qui soient spécifiques à l'aéronautique. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, il y a des sujets un peu particuliers sur le recyclage des composites qu'on trouve, des CMC ou des composites à matrice organique ou des composites à matrice céramique qu'on retrouve de plus en plus dans les systèmes aéronautiques. Donc, ça, c'est un exemple. Hein, il y en a sans doute beaucoup d'autres. Donc, tout le matériel nécessaire à la réalisation de ces opérations. Après, dans l'industrialisation, il peut aussi y avoir une petite part de dépenses de RDI, de personnel, de mise au point, un truc comme ça, quand on passe à l'échelle industrielle. Ça peut être inclus aussi. Tout ce qui est activé, après d'un point de vue comptable, hein, tout ce qui est activé, toutes les dépenses qui sont activées dans le bilan, la RDI activée peut être considérée comme de l'investissement. Ok. N'hésitez pas si c'est pas clair à reposer une question. Alors, il y en a une que je ne suis pas sûr de comprendre, donc je vais la lire telle quelle. Y a-t-il un taux de FHP et FAP? Si oui, de combien? Les frais hors production et les frais d'approvisionnement. Ça, c'est dans les frais généraux. Pour moi, c'est les 20% de frais généraux. C'est 20% des dépenses de personnel, c'est ça? C'est ça, c'est 20% des dépenses de personnel. Alors, ça va être, ça c'est pour les FHP. Pour les FAP, c'est une bonne question. Normalement, les FAP, pour moi, ça va plutôt être dans les lignes d'achat présentées dans le devis par les porteurs du projet. Donc, nous, on n'applique pas un taux de FAP. Et si taux de FAP il y a, ça serait présenté dans le devis d'achat. Ça sera petit matériel ou équipement. Oui, c'est sympa. Ou dans la sous-traitance. Les FAP, après, c'est des taux quand même relativement faibles, je dirais. Alors, peut-être, on revient sur la sous-traitance très rapidement. Les 30%, c'est par partenaire ou sur un projet lorsqu'il est collaboratif? Là, c'est par partenaire et donc ça sera du coup sur le projet. Il n'y a pas.
comprends la question, c'est-à-dire que s'il y a un gros, est-ce que la question c'est s'il y a un déséquilibre, un partenaire qui sous-traite pas et un partenaire qui sous-traite à 60% et que les deux ont la même assiette, et en moyenne ça fait 30%, est-ce que ça compte ou pas? Là c'est par partenaire. Ok. Sur l'impact. Et après, justement, mais après ça peut, voilà, je pense que dans l'analyse des dossiers, je pense que c'est des choses qu'on peut revoir. C'est pas forcément des clauses qui sont éliminatoires, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi, une fois que les sujets sont sélectionnés sur la base des critères présentés précédemment, il peut y avoir aussi une phase de discussion où typiquement on peut demander, on retravaille avec le porteur le devis, voilà, pour rentrer dans les cases. Ok. Alors, toujours sur après il y a des questions sur l'impact, mais une dernière question peut-être sur la partie financière. Oui. Le plancher d'1 million d'euros pour une PME de dépenses éligibles, il porte sur les dépenses éligibles, c'est-à-dire qu'après, si dans le même projet, il y a les 3 types d'aides, c'est investissement industriel, efficacité énergétique, RDI, on regarde bien le coût du projet global et pas par silo de typologie de dépenses. Là, on est sur le coût du projet global. Ouais. Ouais. Enfin, du projet global. Du coup, s'il est monopartenaire, c'est l'assiette du partenaire. S'il est collaboratif, là, c'est la somme des assiettes qui doit faire minimum 5 millions d'euros lorsque le porteur n'est pas une PME, minimum 1 million d'euros lorsque le porteur est. Oui, c'est pas 5 millions c'est l'assiette totale. Ok. Voilà. Lucas. Oui, non, et peut-être aussi, il peut y avoir des partenaires grandes entreprises quand le chef de file est une PME, ça ne change pas le 1 million. Voilà. Oui. C'est la nature du chef de file, voilà, qui conditionne l'assiette minimale demandée pour l'intégralité. Si on a un projet porté par une PME avec un grand groupe qui apporte une compétence spécifique dans un projet collaboratif, ouais, peut être un petit truc, ça ne change pas voilà. le il faut qu'il apporte quelque chose de plus mineur par rapport au porteur. Le porteur, c'est celui qui doit porter la majorité des dépenses, ou au moins c'est lui qui industrialisera in fine la solution. C'est pas forcément. Disons qu'il faut quand même que la structure du projet soit cohérente de qui porte et de qui fait quoi. Voilà. Donc c'est sûr que ça peut être quand même ça peut poser des questions s'il y a une grande entreprise qui n'est pas chef de file, mais qui a la plus grosse assiette. On s'attend quand même à ce que le porteur soit, alors dans certains cas, par exemple, l'intégrateur d'un système. Et du coup, ces partenaires fournissent les équipements, les sous-systèmes qui vont bien. Donc, en tant qu'intégrateur, on s'attend quand même à ce que il y ait une assiette qui soit peut-être plus importante parce qu'il va supporter les coûts de test du système intégré, parce qu'il va avoir des heures à passer pour concevoir le système, émettre les spécifications, mener le plan de développement, les PDR, les CDR, etc. Donc, il va y avoir des heures de l'indus, voilà, en toute logique. Bon, on n'a pas forcément fait un plan d'expérience sur tous les cas sur tous les types de projets qu'on peut être amené à. Mais encore une avoir, fois, quand les projets sont analysés au regard de leur structuration financière et de la crédibilité de leur plan de financement, je pense que s'il y a une truanderie de seuil, ça se voit aussi dans les plans de financement. En tout cas, c'est plutôt le plan d'exploitation qui définit le porteur, c'est-à-dire in fine qui va aller sur le marché et commercialiser quelque chose. Oui. Après, il faut que ce soit logique et que le risque soit quand même plutôt porté par celui qui industrialise. C'est ça. Après, après on verra. Oui, après on verra au cas par cas. On n'a sans doute pas en tête tous les cas possibles. Donc, lors de la sélection, on verra effectivement en fonction des projets qu'on aura. Voilà, il faut que dans la structuration, en tout cas, enfin ça c'est vrai que c'est un message à tous ceux qui sont en phase de réflexion pour monter un projet collaboratif. Pensez cohérence. Voilà, du projet, du qui fait quoi, qui est réellement le pilote à bord du projet. La démonstration qu'on a les fonds propres suffisants pour porter le projet, elle doit être finalisée quand c'est. S'il y a une entreprise qui est en train de faire des levées de fonds, par exemple, qui n'a pas encore ses fonds propres, est-ce qu'elle peut candidater
et à quel moment il faudra que la levée soit finalisée? Alors, c'est au moment, effectivement, ce seront des. Donc, au moment du dépôt, vous le verrez dans le canevas de la présentation, au moment du dépôt, donc le dépôt se fait par une présentation type PowerPoint, PDF, peu importe, dans lequel on va demander aussi aux entreprises, dans la mesure du possible, de décrire leur stratégie de levée de fonds, enfin, les levées de fonds en cours, prévues, réalisées, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et on va aussi, du coup, évaluer la crédibilité. En tout cas, on va baser l'évaluation sur ce qui va être présenté aussi à cet endroit-là, sur la stratégie de levée de fonds. D'une. Et de deux, donc pour répondre plus directement à la question, c'est au moment des versements d'aide qu'on va demander à ce que l'entreprise, si elle est sous-capitalisée par rapport à l'aide en cumulé qu'elle aura perçue et qu'elle s'apprête à percevoir, c'est à ce moment-là qu'on va lui demander d'être au niveau, donc soit sous des fonds propres, soit des comptes courants d'associés. Donc ça peut être par étape, vu que le versement Ça peut être est par étape. Oui, c'est ça. Ce sont des clauses suspensives. Donc c'est au moment du versement. Bien. En termes de consortium, est-ce qu'on peut avoir des projets collaboratifs avec des partenaires hors France non financés? C'est-à-dire, on ne demande pas le financement de la BPI, mais pour compléter les briques technologiques dont on a besoin, faire appel à des partenaires européens. Oui, bien sûr. Enfin, ils bénéficieront pas de l'aide, ils n'auront pas de convention avec BPI. Là, c'est au sein de l'accord de consortium entre les entreprises, enfin entre les partenaires d'un projet qui figureront. Mais du coup, ça va être transparent. Ça sera transparent pour BPI. Oui, mais est-ce qu'il faut le présenter parce que justement en termes de viabilité du projet, cette compétence-là, elle est nécessaire pour la réalisation? Oui, en effet. Alors parce que bon, on a deux niveaux de lecture, c'est-à-dire que le premier niveau, effectivement, c'est tout ce qui se passe au bord du projet, dans le projet qui fait l'objet de la demande, mais aussi la cohérence de la construction du projet dans le programme plus global porté par le chef de file. Voilà, il faut que les deux, il faut qu'on comprenne bien l'articulation entre les deux. Bon, voire parfois avec les programmes adjacents, mais en tout cas, à minima, le projet en lui-même et au niveau au-dessus, la cohérence du projet, comment il s'articule avec le programme plus global. Et donc, du coup, qui sont les partenaires du dit programme. Le fait qu'il y ait des acteurs externes, en tout cas hors CE, par exemple, peut poser un certain nombre aussi de problématiques de souveraineté, parfois, de problématiques d'approvisionnement. On l'a vu aussi. Il y a un des critères du cahier des charges qui est celui-là, qui est un peu sécurité économique / souveraineté, etc. Enfin, on peut mettre tous les mots qu'on veut dessus. C'est pas un critère dur. Vous pouvez donner un exemple? Mais je pense que c'est ce qui est, c'est-à-dire que le plan France 2030 dans son ensemble, il a pour objectif de positionner la France en tant qu'État sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Je pense que s'il y a des risques importants, je sais pas, de transfert de technologie ou des choses comme ça, qui sont évidents dans un projet, ça peut être un petit tic. Voilà. Et après, il n'y a pas de critères durs. Je pense que c'est aussi en fonction de l'apport, du coût-bénéfice de ce que peut apporter un partenaire. Vous n'avez pas aujourd'hui une blacklist de partenaires potentiels? Non. En tout cas, moi, non. Enfin, BPI, non. Mais non. C'est vraiment évalué au cas par cas. Non, parce que européen, on comprend. Après, extra-européen, par exemple, Angleterre, États-Unis. Non, pas de blacklist. On va lever un certain nombre de warnings si toutefois on imagine que là vous vous approvisionnez pour tel système, tel sous-système, tel composant chez un fournisseur étranger, mais si demain, je sais pas quoi, il est racheté, si demain son État lui dit non, tu n'exporteras plus, comment vous faites? Enfin, voilà, mais c'est dans la discussion et c'est vraiment au cas par cas. On n'a pas de grille d'analyse prédéfinie avec des critères prédéfinis sur ces sujets-là. De manière générale,
en termes d'impact sur tous les appels à projets qui sont européens, nationaux, régionaux. Si on va chercher un partenaire en dehors de l'Union européenne, il faut quand même être capable d'argumenter sur le fait qu'on ne peut pas le trouver au sein de l'Union européenne. Parce que l'impact socio-économique doit être quand même focalisé sur nos territoires, au moins européens. Donc si on va chercher un partenaire ailleurs, il faut pouvoir le justifier, sinon on diminue potentiellement la création d'emplois, la génération de chiffre d'affaires sur nos territoires prioritaires. Ça, c'est un peu générique à tous les dispositifs, qu'on soit sur de la région, du national ou de l'européen. On finance ce qui permet de créer de la valeur chez nous. Tout à fait. C'est ça. Sur la transition écologique et les impacts socio-économiques, il y a quelques questions. Je vais essayer de les regrouper. La première, c'est qu'est-ce qu'on entend par des travaux et des actions d'efficacité énergétique et environnementale, c'est dans la catégorie des dépenses. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière sur l'évaluation de l'impact environnemental qui est demandée? Est-ce qu'il faut faire une ACV dans les projets, par exemple, systématiquement quand on crée un nouveau produit? Et est-ce qu'un laboratoire académique en sciences économiques, gestion, qui a des compétences sur l'impact économique, social, la transition vers la vision plus propre, peut être intégré directement dans le consortium? Est-ce que ça peut être cœur d'un projet de développement? Alors, donc il y a plusieurs questions. Je vais y répondre un peu en vrac par rapport à celles qui me viennent à l'esprit. Mais est-ce qu'il y a une méthodologie préétablie, prédéfinie, préconisée? Non. Il y a une grille, enfin dans les annexes qui vous seront demandées. Il y a une grille qui vous demande de noter sur des critères qualitatifs et puis quantitatifs, mais comment dire, le quantitatif, c'est à l'entreprise de l'apporter. L'impact socio-économique, suivant donc les six axes de la taxonomie européenne. Est-ce que ça peut être le cœur d'un projet? A priori, les projets ont plutôt vocation quand même à mettre sur le marché des systèmes, des sous-systèmes, enfin de la technologie, des solutions techniques pour l'aéronef bas carbone. Donc, si c'est une partie d'un projet, je pense que ça sera sans doute très bien. Après, si c'est le cœur d'un projet, voilà, ça paraît un peu loin du cahier des charges. Compliqué, ouais, c'est un peu loin du cahier des charges. Voilà. Maintenant, est-ce qu'un laboratoire qui n'est pas un laboratoire, enfin, comment dire, un laboratoire spécialisé sur ces sujets-là, je ne vois pas pourquoi il pourrait pas être, impliqué tant qu'il répond aux exigences du cahier des charges en termes de quantité d'activité, etc. Et du coup, les travaux désignés comme efficacité énergétique et environnementaux, est-ce que vous avez quelques exemples en tête, typologie de travaux financés dans cette ligne Si par exemple il y a une industrialisation d'une nouvelle ligne de production qui est particulièrement efficace, ou je sais pas, qui remplace un processus thermique par un processus électrique ou un truc comme ça, là ça engendre une nouvelle efficacité énergétique. Liée à l'industrialisation, ça c'est recherché. D'accord. Voilà, mais qui doit toucher bien sûr l'aviation bas carbone. Toujours, c'est le cœur. Hein. Là, c'est le cœur de la présentation. Il y a les sujets environnementaux, il y a des sujets aussi directement humains, par exemple des moyens qui permettent de réduire les TMS, enfin les troubles musculo-squelettiques chez les opérateurs. Donc au moyen de plus de robotisation, de cobotisation, etc. Mais ce n'est pas le. Il y a d'autres appels, d'autres dispositifs qui ont vocation à aider directement les aspects industriels, mais si c'est une brique d'un projet qui a plutôt pour finalité de mettre sur le marché un composant sous-système aéronautique ou un système aéronautique, ça peut être intégré. Mais il y a comment dire, cet appel s'inscrit quand même dans un. Alors, je prends un tout petit peu d'auteur, mais cet appel s'inscrit dans un continuum de dispositifs d'aide qui inclut aussi des appels à projets qui sont pour le coup spécifiquement dédiés à l'industrialisation, donc comme l'appel à projet Première Usine, qui a aussi fait l'objet d'un webinaire il y a quelques mois ou quelques semaines, et puis d'autres appels à projets qui doivent venir sur le sujet. Ok, alors on a encore quelques questions.
Alors, on revient sur la question, je la posais quand même, mais je pense que on y a répondu tout à l'heure. En cas de changement de contrôle du porteur en cours de projet, est-ce que les règles d'aide peuvent changer? Alors là, c'est dans l'autre sens, du coup. Si on passe d'ETI à PME, est-ce que le taux d'aide va être augmenté à partir du moment où on pourra être défini comme une PME en cours de projet? Déjà, en cas de changement de contrôle de l'entreprise, c'est-à-dire si Oui, on passe l'entreprise est rachetée d'ETI par à une, PME par elle-même, en fait. ou Je si pense elle, qu'elle sort si du elle- groupe, elle prend son indépendance. Alors ça, c'est A priori, non, ça impliquerait une nouvelle décision. Ce serait ça. Il faut changer de la J'ai notification et pu le contrat comprendre de qu'il y avait des subvention. 3 ans à prendre en compte. ça, Tu disais tout à l'heure. 2 des 3 années passées, ouais, 2 des 3 années passées, mais si la raison sociale, si les statuts de l'entreprise changent, si elle change En fait, il de, faudrait changer le En fait, contrat. oui, ça moi, ça dépend. Si serait- ça implique une augmentation du montant de l'aide, c'est pas du tout pareil que si ça implique une éventuelle diminution, comme on parlait tout à Oui, l'heure. parce qu'on marque un taux maximum dans Voilà. le contrat de Et subvention. oui, tu passes de 5 à 1. Même en termes de montant d'aide, si les taux peuvent être plus élevés quand c'est des PME, etc. Donc, au niveau nous de l'État, ça implique une nouvelle décision, ce qui implique de réenclencher le processus. C'est un nouveau contrat. C'est quasiment un nouveau contrat. C'est un nouveau contrat parce que le porteur change. C'est un nouveau projet. C'est ça, oui. C'est un nouveau projet, il faut reconsidérer le projet. Donc c'est pas impossible, mais c'est vraiment. Voilà, c'est pas automatique. C'est pas automatique en tout cas. Ouais. Ok, je comprends bien. On revient sur la question du chef de file avec d'autres partenaires. Il doit assumer un minimum de tâches centrales, intégration, essai, synthèse. Cela correspond-il à une enveloppe budgétaire minimale? Je comprends la question, c'est est-ce que l'intégration, les essais, la synthèse des résultats font partie de l'assiette des dépenses éligibles? Donc, oui. Oui. Enfin, oui, effectivement, si. Enfin, et puis avant l'intégration, il y a la phase de spécification aussi. Enfin, il y a un certain nombre d'études à mener pour pouvoir décliner les spécifications du niveau supérieur au niveau inférieur. Mais oui. Alors après, je crois qu'il y avait une question sur quelle est l'assiette mini du porteur. Alors bon, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'indication sur l'assiette mini du porteur. Il faut une cohérence globale de la structure du projet entre comment le travail est réparti entre le porteur et ses partenaires et quels sont les flux d'informations, les flux de données et de moyens, de pièces entre les différents partenaires. Ok, alors encore une question. Pour les salaires à retenir, est-ce que c'est les temps passés, y compris les fonctions support, qui sont éligibles? Donc, aux fonctions support, service achat, service compta, service RH. Ça, c'est dans les frais généraux. Ça, il y a 20% de frais généraux. Donc, les salaires, c'est les salaires ingénieurs, c'est les salaires pour la réalisation du projet, voilà, pour la réalisation du projet. Voilà. Et le reste, c'est ce qu'on appelle les overheads, les coûts indirects, absolument, qui sont définis comme les frais généraux. C'est 20%. Donc, je rappelle, c'est 20% des salaires éligibles. C'est ça. En gros, c'est le temps passé à la réalisation du projet. Sur une ligne de production, ça sera le temps passé pour la montée. Pour la montée, absolument. Ok, alors, tant que je fais la liste, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, je vais monopoliser la parole, il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez préciser juste la notion d'acteur émergent, notamment pour la partie briques techno, autre que plateformiste? Oui, c'est un vaste sujet que cette notion d'acteur émergent. Donc en fait, ça s'inscrit dans une volonté un peu transverse au plan France 2030, qui est, comme je le disais tout à l'heure, de projeter la France dans des secteurs stratégiques de l'économie, parmi lesquels figure l'aéro, mais il y en a d'autres comme le nucléaire ou les industries de santé, etc. Et il y a cette idée que il y a tout un tas de filières traditionnelles qui sont très bien structurées, mais il y a aussi des nouveaux acteurs qui peuvent se positionner. Donc on pense immédiatement aux startups, oui, clairement, mais il n'y a pas que les startups, et ça c'est important. Il peut y avoir aussi des PME, des ETI qui se repositionnent, qui vont sur un sous-secteur, on parlait tout à l'heure, je fais du recyclage par exemple, qui connaîtra fortement une croissance probablement. Donc, grosso modo, c'est un type d'acteur assez vaste, mais l'idée c'est il faut qu'il
se projettent dans l'économie de 2030. Donc, qu'ils aient une courbe de croissance, qu'ils aient un nouveau marché, un nouveau positionnement. Voilà, c'est cette idée-là qui est importante. Pas tellement l'idée de structuration d'entreprise, pas que les startups, etc. C'est beaucoup plus général. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est bon, on entend bien plus large que les startups. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà. Ouais. Alors, pour moi, on a fini les questions qu'il y avait côté participants. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle, sinon on peut passer à la présentation. Je vais envoyer une autre version. Tu m'as envoyé une autre version. Enfin, j'espère que c'était clair. Enfin, en tout cas, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Enfin, et puis s'il y a besoin de clarifier certains points, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà une question qui était venue, qui m'est envoyée par un adhérent. Les taux que vous avez présentés de remboursement, ils ne sont pas différents des autres mécanismes BPI. Il n'y a pas où ils sont... Non, on se base tous les voilà. Ouais. Tous les mécanismes BPI se basent Voilà, sur les régimes d'aide. Voilà. Les pourcentages indiqués ne sont pas différents de ce que vous proposiez déjà sur d'autres, notamment pour les grands groupes. C'était un grand groupe qui m'avait posé cette question. Non, c'est les régimes d'exemption qui sont officiels. Alors, le temps de partager la dernière présentation. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions, mais a priori, on a quand même pas mal de temps dans les échanges. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Ça permet de clarifier pour tout le monde. On va switcher sur la présentation de Bruno. Je te laisse introduire ta présentation. Oui, alors je vais présenter le travail qui a été fait dans le cadre du CORAC au niveau de la feuille de route CS23 pour ouvrir, on va dire, les perspectives, ne serait-ce que les perspectives technologiques et les attendus qu'il y a en effet dans l'ambition de l'aéronef bas carbone. Alors tout à l'heure, vous parliez justement de la frontière qu'il y avait entre cet appel à projet et justement le CORAC. Alors vous parliez en effet que le CORAC adresse des TRL, on va dire, relativement basses, okay, sachant que pour ce que je vais vous montrer, ce qui a été fait au niveau du CORAC 1623, on essaie d'approcher justement des TRL un peu plus élevés, hein, de façon à arriver vers quelque chose au-delà de la TRL 6 pour comment dirais-je, la mise sur le marché. Mais alors, néanmoins, les technologies que l'on va aborder, bien entendu, certaines sont encore à des TRL relativement basses. Enfin, on va en parler. Eh bien voilà, on en parle. C'est parti. Dis-moi. C'est Jennifer qui a la main sur le passage de slide. D'accord, donc quand j'appuie là, ça va dire c'est toi qui appuies sur la touche. Okay. Donc, l'objectif du CORAC CS23, alors CS23, pour information, c'est la partie au niveau de la certification de l'aviation légère. Aviation légère, les critères sont en dessous de 19 places et en dessous de 8,5 tonnes à peu près. Donc, si vous avez par exemple un corporate jet qui fait 40 tonnes et avec 2 passagers, c'est un CS25, c'est-à-dire sur l'aviation commerciale classique que vous connaissez. Alors, le CORAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Conseil pour la recherche aéronautique civile, qui est rattaché à la DGAC, entre autres, et avec un ensemble d'industriels qui s'occupent donc des différents sujets de recherche. Vous avez, c'est organisé au travers de feuilles de route, et cette feuille de route, donc 1623, est juste une nouvelle feuille de route qui a été lancée en début d'année. Donc, les enjeux du CORAC, c'est les objectifs que vous voyez sur l'écran, donc l'atteinte du zéro émission à l'horizon 2050. Ce qui est important, c'est de voir que c'est l'accélération de la montée en maturité des technologies avec un lien vers cette aviation commerciale, c'est-à-dire les aéronefs plus importants. Et bien sûr, ça vise à reprendre le leadership sur l'aviation légère sur le marché. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la France était leader dans les années 50, 60 jusqu'à 70 dans l'aviation légère. Et elle a perdu ce leadership déjà depuis pas mal de temps. L'idée, c'est aussi faire revenir ce savoir-faire et pousser sur l'émergence des nouveaux champions. J'appuie sur la souris. Voilà. Une feuille de route, c'est organisé au travers de différentes révolutions. Alors, c'est là où ça va être intéressant de voir aussi le positionnement sur les enjeux qu'on a devant nous, ces challenges qu'on a au niveau de l'aviation décarbonée. Alors, au niveau de l'énergie, il faut se doter, cette évolution, il faut se doter de moyens de modéliser,
de simuler la chaîne de propulsion, alors électrique ou hybride, ceci afin d'assurer l'optimum énergétique opérationnel. Tout ce qui va être digitalisation et ce qu'on appelle, vous savez, entre autres, les jumeaux numériques, les digital twins, deviennent des outils très importants aussi pour cette décarbonation. Alors, les moyens de conformité, encore une fois, les moyens de conformité, on parlait de certification. Il faut savoir une chose, c'est que l'effort pour pouvoir certifier un aéronef est extrêmement important, la mise sur le marché. C'est bien de faire un aéronef, si on n'est pas capable de le certifier, ça ne sert à rien. Donc, cet effort-là aussi va nécessiter des moyens non négligeables, ce qu'on appelle les moyens de conformité. Alors ensuite, il faut bien voir une chose, c'est qu'on arrive sur des nouvelles technologies et on a besoin d'avoir en effet un historique sur ces nouvelles technologies qui vont justement permettre, entre autres, d'avoir cette, comment dirais-je, démonstration au niveau de moyens de conformité et également toutes ces modélisations de ces briques technologiques. C'est très important. Maîtriser l'intégration, la certification des opérations sol-vol, aussi de la haute tension embarquée. On arrive sur les aéronefs électriques avec de la haute tension, on arrive sur des nouveaux systèmes, ce n'est pas la même chose. On va ouvrir un panneau, là il va y avoir 800 volts, 1000 volts. C'est sûr que pour pouvoir faire une intervention, ce n'est pas comme ce qu'on faisait sur les aéronefs des années 50 ou 60. Voilà, alors après bien sûr, tout ce qui est relatif au SAF, par exemple, parce qu'on voit sur la gradation des différentes de la transition énergétique, on voit que dans un premier temps, on est sur les nouveaux biocarburants. Après, on voit qu'on est sur la partie électrique et la partie hybride, puis cette évolution, bien sûr, vers l'hydrogène en combustion, ou alors l'hydrogène avec les piles à combustible. Mais j'y reviendrai un peu plus loin. Alors, tout ce qui va être également les méthodologies pour pouvoir arriver sur des hélices peu brillantes. Alors, c'est intéressant ce que nous disions tout à l'heure. Alors, il faut voir une chose. Sur l'aviation légère, en France, on a 2 héliциers. Et bien sûr, l'idée, c'est de faire monter en puissance, en compétence ces héliциers. Et souvent, malheureusement, on va chercher des hélices ailleurs. Alors, soit aux États-Unis, soit en Allemagne. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir ce champion hélicier en France. Après, c'est bien de faire un avion, par exemple, électrique. Mais si cet avion fait plus de bruit qu'un avion thermique, c'est aussi très embêtant. Et donc, on arrive avec des moyens de modélisation pour arriver sur cette hélice peu bruyante. Et cette modélisation, l'idée aussi, c'est d'avoir les services, par exemple, de laboratoires bien connus, comme l'ONERA ou d'autres, pour arriver sur cette modélisation. Alors, il faut spécifier aussi, oui, notamment en production, pour l'atteinte de l'objectif économique, sur les briques batteries et la distribution haute tension. Alors, cette brique technologique aussi sur les batteries, bien sûr, c'est quelque chose de très important sur la décarbonation de l'aviation. Voilà. Et bien sûr, arriver à terme sur cette maîtrise aussi de tout ce qui est autour de l'hydrogène. Alors, slide suivante, on a une autre révolution, c'est la révolution des opérations. C'est très important au niveau, bien sûr, de l'énergie, au niveau des technologies autour de l'énergie, et également cette décarbonation au travers des opérations. Alors ça peut passer également sur la simplification ou l'optimisation de tout ce qui va être vol, la gestion par exemple des trajectoires et la gestion d'énergie. On voit bien que sur les nouveaux systèmes d'énergie dans un avion, un individu pilote, lambda, va avoir des difficultés à gérer toute la tactique de gestion par exemple de l'hybridation. Et ça, il va falloir amener en effet des couches qui vont permettre, on va dire, d'aider au meilleur choix possible sur les différents types d'énergie. Donc là, potentiellement, on a une capacité à introduire des nouvelles technologies comme de l'intelligence artificielle ou des choses de ce style. Alors, définir aussi les nouveaux usages induits par automatisation et à plus long terme, l'autonomisation. Il faut voir une chose, c'est que grâce à ces nouveaux aéronefs, par les nouvelles opérations, on va arriver aussi avec des nouveaux usages, et c'est ce qui est très intéressant pour le développement de ces nouveaux aéronefs. Alors, la manipulation à haute tension, je vous en ai déjà parlé. Hydrogène, ben, écoutez, c'est certainement dangereux d'ouvrir un panneau avec 1000 volts derrière. Imaginez toutes les problématiques que nous aurons au travers de l'hydrogène également. Alors, un autre point également, c'est l'économie circulaire qui doit être pris dès le départ de la conception de votre avion. Donc, l'éco-conception, comment je vais recycler mon avion, et donc la considération à la totalité du cycle de vie des aéronefs. Et bien sûr, il ne faut pas l'oublier,
c'est l'adaptation des infrastructures. Alors les infrastructures, on a la chance d'avoir en France le pays qui a le plus, par exemple, par rapport à l'Europe, et certainement au niveau du maillage par rapport à tous les autres pays, d'avoir le pays qui a le plus d'aéroports / aérodromes. Okay, donc en général, vous n'avez pas un aéroport-aérodrome à moins d'un autre, à moins de 50 km. Donc il faut voir, on a une chance phénoménale aussi d'avoir un développement et d'avoir des nouveaux usages grâce à cette richesse d'aéroports. Et là, aujourd'hui, dans Aerospace Valley, on a lancé aussi une initiative pour aider à cette transition aussi avec une nouvelle stratégie de développement des aéroports et des aérodromes avec, par exemple, les nouvelles énergies, mais également les nouvelles technologies d'optimisation des opérations. Donc, révolution de la compétitivité, ça aussi, ça va être important de modéliser au niveau de l'avion ou l'ensemble des systèmes à des fins prédictives pour pouvoir anticiper ce qui se passe dans un avion au niveau de la maintenance, par exemple, au niveau des optimisations de vol. Les moyens de conformité, c'est pour revenir sur la partie certification. Encore une fois, on va arriver sur des nouvelles technologies et on va avoir besoin de démontrer ces nouvelles technologies au niveau de la certification. Alors, implémenter la continuité numérique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est ce que nous disons entre autres à tous nos adhérents dans Aerospace Valley, cette continuité numérique est essentielle, ne serait-ce qu'au niveau même de la partie industrielle, pour pouvoir en effet prendre en compte tout ce qui va être modification, nouvelle configuration le plus rapidement possible et d'une manière optimisée. Bien sûr, architecture modulaire, c'est très important sur les nouveaux aéronefs. Les technologies vont évoluer très rapidement. Figer une architecture avec une incapacité à faire évoluer les différentes technologies, c'est se vouer à un certain échec à court, moyen terme. Donc l'idée aussi, c'est d'arriver sur cette architecture modulaire. Et bien sûr, pour revenir, ça fait du bien de le répéter encore une fois, c'est-à-dire tout ce qui va être économie circulaire, recyclage, et particulièrement pour la partie batterie. Alors pour finir sur la prochaine slide. Voilà. Alors, j'ai eu des difficultés à mettre un aéronef parce que je ne veux pas faire de peine à nos avionneurs. Donc, j'en ai mis un qui est assez caractéristique. J'ai essayé un peu de le rendre plus aviation légère, hein, vous voyez au niveau de la longueur. Et c'est pour vous donner les différentes thématiques sur la décarbonation. Je me suis regardé, c'est l'avenir, enfin bref. Donc, ici, il y a la liste de l'ensemble des thématiques que nous avons identifiées, en effet, pour aider à cette décarbonation. Alors, c'est clair, ici, avec cet aéronef-là, on peut l'imaginer. Hein, c'est assez intéressant. Mais vous le voyez bien, tout ce qui va être batterie, par exemple, en bas à gauche, batterie et la gestion, les gestions d'optimisation des batteries, ce qu'on appelle battery management system, tout ce qui va être la pile à combustible, bien sûr, et les échangeurs thermiques, et ne serait-ce aussi que les réservoirs au niveau d'hydrogène, les lissiers, je vous en ai déjà parlé, la partie biocarburant, les aérostructures qui peuvent faire appel à des nouveaux matériaux, gardez à l'esprit, plus un aéronef est léger, bien sûr, moins il consomme. Donc, on va sur cette approche bas carbone. Puis après, je vous en ai parlé, la modélisation, la certification. Ici, vous voyez CS23. Tout ce qui est CS23, vous imaginez, quand on passe en CS25, les fourches claudines de la certification sont encore plus difficiles à passer. Et bien sûr, les moyens d'essai. On arrive sur des nouvelles technologies. On arrive sur des bancs d'essai à plusieurs mégawatts qui vont être nécessaires aussi pour pouvoir faire émerger nos futurs champions. Donc, la partie gauche, hein, c'est monitoring, contrôle, management, gestion de vol et les commandes de vol. Il faut voir une chose, c'est que ces technologies-là vont amener aussi une révolution sur la partie des commandes de vol. On va arriver sur ce qu'on appelle le fly-by-wire. Et là, il n'y a pas beaucoup de champions aussi sur le marché. Donc, on a besoin d'optimiser au maximum cette gestion de vol au travers de ces nouvelles technologies. Et puis après, bien sûr, tout ce qui va être électronique de puissance, distribution et les faisceaux de puissance qui sont aussi des paramètres très importants sur cette décarbonation. Voilà, donc cette présentation volontairement courte pour ouvrir un peu aussi les champs de perspective. Bien sûr, là, c'est le focus, bien sûr, sur CS23, mais il faut voir une chose, sur les autres segments de l'aéronautique, c'est exactement les mêmes thématiques. Il faut voir une chose aussi, c'est que cette partie-là, sur l'aviation légère, est considérée comme un laboratoire aujourd'hui pour maturer ces technologies et est scrutée par tous les acteurs du marché. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je vais relayer une première question. N'hésitez pas à en poser d'autres, mais de toute façon, Bruno est disponible quasiment 24 heures sur 24. Il faut me laisser 1 heure pour dormir, 23, on va dire. 22 heures sur 24. Juste pour savoir, Bruno, si cette présentation-là sera aussi accessible, si on peut la fournir. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Voilà, donc on va pas tarder à clore le webinaire. Une fois qu'il sera clos, il faut laisser le temps aux équipes de préparer l'ensemble des documents et on retransmettra à toutes les personnes qui ont été inscrites les présentations et le replay de la présentation sera aussi disponible soit via Connect, soit en vous connectant directement sur le YouTube du pôle. S'il y avait d'autres questions importantes, urgentes, n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir clôturer le webinaire. Merci à tous pour votre présence au webinaire, pour nos participants, ici en présentiel, mais aussi à distance. Merci beaucoup à BPI France pardon, et à la DGE et à nos différents animateurs ici au pôle. Et n'oubliez pas que Aerospace Valley reste un point d'entrée pour vous aider à construire le projet et arriver à la date voulue avec un dossier conforme à ce que demande BPI France. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.